suffisamment important pour raconter quelque chose. Et ce raconter quelque chose me semble d'autant plus important car un des grands reproches qui est fait notamment dans la société française quand on l'interroge, c'est l'écart de plus en plus important, de plus en plus grand entre les récits qui peuvent circuler, notamment à l'échelle nationale, et les réalités qui peuvent être vécues sur le terrain. Ça va aussi bien du côté de la population, c'est là où la presse quotidienne régionale joue un rôle extrêmement important pour représenter, pour incarner toutes les différences territoriales, et les élections municipales nous ont montré à quel point elles étaient importantes. Et de l'autre côté, sur l'autre versant, qui est le versant du travail, de l'économie, des entreprises, des filières, c'est évidemment les médias professionnels. On a mené il y a quelques mois, au sein du cabinet Georges, pour le compte du BCG, pour les communicants de l'État, avec 366, qui est la régie nationale de la presse quotidienne nationale, on a interrogé 10 000 Français dans l'ensemble des régions, dans l'ensemble des territoires. Et quand je dis dans l'ensemble des territoires, notamment avec une granularité géographique extrêmement importante, où ce qu'on a pu constater, ce que vous devez sans doute vous-même observer dans l'ensemble de vos filières, c'est à quel point les échelles de vie jouent un rôle extrêmement important dans les différences qu'on peut observer d'un territoire à l'autre, que ce soit les communes rurales, que ce soit les petites villes, les villes moyennes ou les grandes villes. On a donc interrogé 10 000 Français, on a fait 150 entretiens individuels un peu partout en France, et il y a quelque chose peut-être de troublant, mais en tout cas de très significatif qui nous a marqué, c'est que quelque part, la citation que je vous ai reprise là, qui est celle de Béatrice, qui a 38 ans, qui travaille dans une crèche, qui est responsable de crèche à Strasbourg, le message qu'elle nous a donné, qu'elle nous a retranscrit, finalement, c'est quasiment le message que nous avons entendu dans les 150 entretiens et pratiquement les 10 000 interviews que nous avons pu mener un petit partout en France. Je vous la lis, je suis dans une sorte de bulle, autour de moi je vais bien, je vois bien que le climat actuel est plombant, il ne donne pas confiance à l'avenir, mais j'ai choisi de mettre des œillères pour mettre du positif dans mon quotidien. Ce n'est pas du déni, ce qu'on a pu constater, ce qu'on a pu analyser, c'est quelque part une forme de stratégie de survie psychologique. Au sein de la Fondation Jean Jaurès, on a lancé une grande enquête maintenant depuis 4 ans qui s'appelle la fatigue informationnelle, qui a pu aussi nourrir vos propres réflexions, et où on constate que la moitié de la population française s'estime aujourd'hui submergée par l'afflux d'informations, de flux numériques, et quelque part ça crée pour elle une forme de stress et d'anxiété. Et le risque auquel nous sommes collectivement confrontés, c'est qu'une part de la société française se désengage, s'éloigne, décide de se mettre des œillères pour pouvoir plus facilement affronter le monde. Au sein de chez Georges, on a trouvé cette expression qui finalement, on dit souvent société de la défiance, société de la critique, société de l'antagonisme, de la confrontation. Il y a un mot qui nous a semblé, alors il est impropre, il n'est pas forcément dans le dictionnaire, mais qui nous a semblé extrêmement pertinent pour qualifier ce que l'on a pu observer, tous les croisements d'études ou d'enquêtes que l'on a pu faire. C'est une France intranquille, une France qui doute, une France qui s'interroge, mais contrairement au manque de nuances parfois que les médias nationaux peuvent proposer, une France qui tient, une France qui crée, une France qui innove, une France qui se débrouille. La débrouillardise est aussi une idée qui est extrêmement répandue au sein des territoires, qui nous a profondément marqués. Le CEVIPOF publie tous les ans, dans son baromètre de la confiance politique, quelque chose qui me semble extrêmement intéressant et important, c'est quelles sont les dynamiques émotionnelles qui parcourent la population française. Et l'intérêt de cette enquête, c'est qu'elle est faite dans plusieurs pays, et je vous donnerai à certains endroits quelques comparatifs, notamment avec nos voisins allemands, pour montrer la situation parfois un peu difficile dans laquelle nous sommes. Dans l'Eurobaromètre, les Français sont de tous les pays européens la population la plus pessimiste. Et quand on regarde les dynamiques émotionnelles, vous allez retrouver la méfiance. La méfiance, c'est 20 points de plus que ce que l'on peut comprendre, que l'on peut observer par exemple au sein de la population en Allemagne. La lassitude, c'est 30 points de plus que ce qu'on peut observer en Allemagne. La morosité, c'est 10 points de plus que ce qu'on peut observer en Allemagne. La peur, 18%. 18%, c'est le même taux en Allemagne. Ce qui prouve que de part et d'autre du Rhin, il y a la même conscience de la difficulté du monde, de la difficulté politique, des difficultés économiques, sociales. Et l'actualité actuelle n'arrange pas les choses. Mais en revanche, l'efficacité publique, la capacité des politiques publiques et économiques en Allemagne fait que la population, dans son ensemble, est beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine que ce qu'on peut s'observe en France. 13% de sérénité en France, vous êtes à plus de 30% dans l'ensemble de la population allemande. Si vous regardez l'évolution sur les 20 dernières années,
Méfiance, lassitude, morosité, ces dynamiques émotionnelles n'ont jamais atteint des taux aussi élevés. Et le point de rupture que l'on peut observer, c'est 2020, c'est le Covid, la crise sanitaire et le confinement. C'est à ce moment qu'on observe un premier décrochage important dans la population française et qui va s'aggraver en 2024 avec la crise politique de la dissolution. Les Français se sentent bousculés et quand on croise un certain nombre d'indicateurs, il y a Pierre Rosanvallon, le sociologue, qui dit « il se passe quelque chose aujourd'hui, c'est une chose sur laquelle moi-même, dit-il, je ne suis pas capable de poser les mots. Moi-même, je ne suis pas capable de caractériser le moment qu'on est en train de vivre. » Et quand on regarde, quand on observe, quand on analyse, on se dit que c'est un petit peu avec une facilité de langage la crise des trois, c'est-à-dire que les Françaises et les Français se sentent bousculés dans leur rapport à trois grands sujets, trois grandes thématiques qui les traversent. La première, c'est qu'ils se sentent bousculés dans leur rapport à l'altérité. 71% des Français estiment que par principe, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous avez notamment ici tous les effets de la polarisation qui accaparent beaucoup des médias nationaux, qui captent aussi beaucoup de ce qui se passe sur les chaînes d'information en continu et qui altèrent aujourd'hui notre capacité à nous confronter à des points de vue différents, à nous confronter à l'autre. Et les algorithmes sur les réseaux sociaux, qui créent aussi des bulles informationnelles, des bulles cognitives, contribuent à ce phénomène. Altérité, deuxième point auquel ils se sentent bousculés, c'est l'adversité. 9 Français sur 10 estiment que la France est en déclin. Un Français sur 10 seulement estime que la génération qui arrive, que les générations futures, vivra moins bien que les générations qui les ont précédées. Ce qui remet en question une donnée extrêmement importante, c'est que beaucoup d'entre nous avons vécu dans l'idée d'une trajectoire ascendante avec des cycles et aussi une relation au progrès extrêmement particulière. Aujourd'hui, la notion même de progrès est totalement remise en cause. Et donc le troisième point dans lequel les Françaises et les Français s'estiment bousculés, c'est leur rapport à l'avenir. Beaucoup considèrent que la situation du pays ne pourra pas s'arranger et ont tendance à s'en éloigner et à se désengager. Dans l'enquête qu'on a menée au sein de Georges, parmi les 10 000 Français qu'on a interrogés un peu partout en France, et quand on les interroge sur la perspective, sur les projections qu'ils peuvent faire de l'avenir, on va se rendre compte de différences fondamentales d'échelle et petit à petit on va se rapprocher de celle qui vous concerne. L'écart des échelles est considérable. Quand on leur demande comment percevez-vous l'évolution de votre situation personnelle, 62% sont optimistes. La situation à venir, l'avenir de votre commune, 61% sont optimistes. Ma région, 54%. Par contre, quand on passe à l'échelle nationale, on est à 80% pessimistes sur la situation et l'avenir de la France. Et malheureusement, l'actualité du moment ne va pas arranger les choses. 81% vont estimer la situation du monde qu'elle ne va pas s'arranger. Il y a un papier extrêmement intéressant ce matin qui faisait la une du Parisien, qui était la conjonction d'une actualité géopolitique, macroéconomique extrêmement anxiogène, et puis ses répercussions dans la vie quotidienne des Français, qui est notamment le prix du carburant. Et ils avaient ce titre qui, je trouve, résumait assez bien la situation, le plein d'angoisse. C'est un petit peu le bain dans lequel les Français se sont habitués à vivre, avec une accumulation de difficultés et de crises qui les perturbent pour se projeter dans l'avenir. Mais, contrairement à ce qu'on croit, la défiance n'est pas quelque chose de généralisé. Là encore, l'enquête du CEVIPOF, tous les ans, le CEVIPOF mesure le taux de confiance des Français dans un certain nombre d'institutions ou d'organisations. Et si vous regardez les items, vous allez retrouver certains qui vont vous rassurer par rapport à certaines filières dans lesquelles vous vous développez. Vous allez vous rendre compte que cette confiance, elle s'est en fait relocalisée dans ce que je vais appeler la France du faire, la France du concret, la France du réel, la France où il se passe quelque chose. 84% de confiance dans les artisans, les entreprises, 62%. Le post-Covid a fait aussi que l'écosystème entreprise était encore un lieu créateur de liens sociaux, là où l'espace politique tente à le disloquer. Les hôpitaux, ça ne veut pas dire que les Français n'estiment pas qu'ils fonctionnent bien ou mal, mais en revanche, ils ont confiance dans les soignants, de la même façon, les agriculteurs, 78%, etc. Et quand vous allez en bas, vous allez retrouver les partis politiques à hauteur de 15%,
les réseaux sociaux à hauteur de 15%, et les médias qui sont juste au-dessus de 29%. Et donc c'est extrêmement encourageant pour votre secteur, pour les médias que vous représentez, c'est de voir à quel point les Français ont encore une confiance et une estime, et donc trouvent de l'utilité auprès d'acteurs du terrain qui rendent les choses le plus concret possible. Il y a un point important, on l'a vu tout à l'heure, on l'évoquait, la rupture qui s'est produite au moment du Covid avec le confinement et donc l'accélération de ce que j'appelle la plateformisation des modes de vie, qui est à la fois un enjeu crucial pour les entreprises, pour vos clients, mais également pour vous, médias, dans la façon où demain vous pourrez encore informer, dans quelles conditions vous pourrez informer vos lecteurs. Pour le compte du groupe Lacoste, au sein de Georges, nous avons demandé récemment une enquête que nous allons bientôt publier sous la forme de 10 épisodes à la Fondation Jean Jaurès, où nous avons interrogé 4000 Français, et nous les avons interrogés pour reconstituer, quart d'heure par quart d'heure, l'ensemble de leur journée. On a ainsi pu reconstituer 13 000 journées de la population française, et sur un certain nombre de thématiques, on a pu mesurer la façon dont leur budget temps pouvait se répartir. J'ai extrait au sein de cette étude des choses qui vous intéressent plus directement, c'est sur la population des actifs. Les actifs ont un temps éveillé en moyenne de 17 heures et 06 minutes pour être précis par jour. Et ce qui est intéressant, nous sommes sur une population d'actifs. À 64%, les Français vivent le temps éveillé en moyenne à domicile. On est quand même à 53% pour la population des actifs. Le lieu de travail n'est plus qu'à hauteur de 30%. Et si on regarde l'impact du télétravail, au moins une fois par semaine, ça concerne aujourd'hui 35% des actifs, 49% en région parisienne, et on monte à 64% parmi les cadres du privé. Et les médias et les écrans montent à hauteur de 18%. Et ce qui est intéressant dans cette enquête, quand on isole le moment où les gens sont télétravail, le taux d'utilisation des médias et des écrans monte à 30%. Donc en fait, le télétravail permet un surcroît de consommation des médias et des écrans. Et quand je dis des médias et des écrans, malheureusement, je ne parle pas forcément de lecture. Ça veut dire les plateformes de streaming, l'entertainment, le divertissement et beaucoup moins les médias d'information. Et donc ça aussi, c'est un enjeu à la fois cette espèce de privatisation qui est en train de s'opérer de l'espace public. Depuis chez soi, je peux consommer. La moitié des colis qui sont livrés à domicile sont aujourd'hui des colis de textile. Je peux me divertir. Je suis aux 2 tiers, aux 3 quarts de la population française abonnée à des services de SVOD, de systèmes de plateformes de streaming, 15 millions de Français sont abonnés à Netflix, etc., etc. Je peux tout faire de plus en plus chez moi. Et il y a un chiffre qui m'a particulièrement marqué, c'est quand on va sur la population la plus jeune, les 18-24 ans, à 58% de leur temps quotidien éveillé se passe à domicile. En un quart de siècle, c'est à peu près l'ancienneté des victoires des médias, puisque tu disais tout à l'heure 26 ans. Vous avez vécu pendant les 26 ans de ces victoires la révolution Internet qui, quelque part, a changé votre environnement, l'environnement de vos clients, l'accès au marché, l'information des entreprises, l'accès à l'information, mais n'a pas fondamentalement changé les métiers. En revanche, en l'espace de quelques mois, voire 2-3 ans, l'IA, elle, est en train de rentrer dans le cœur du réacteur, c'était évoqué tout à l'heure, est en train de redéfinir sans qu'on en mesure pleinement aujourd'hui les conséquences que ça peut avoir. Et j'avoue, pour être aujourd'hui du côté des observateurs, m'étonner à quel point ce sujet est totalement absent, non pas de vos médias, mais est relativement absent du débat public et des politiques publiques. On peut espérer qu'au moment de la campagne présidentielle, c'est un sujet qui va beaucoup monter. Morgan Stanley vient de publier un chiffre au début de l'année. Dans l'ensemble de l'Europe, 200 000 emplois sont menacés dans le secteur bancaire. 200 000 emplois. Au forum de Davos, au mois de janvier 2026, près de 40% des compétences nécessaires au travail vont devoir évoluer et 6 actifs sur 10 auront besoin de se reconvertir ou de se réinventer. Et donc vous serez en première ligne, non pas pour accompagner une mutation, non pas pour accompagner une transformation, je ne sais pas forcément les mots qu'il va falloir utiliser, mais quelque chose qui, en profondeur, va être extrêmement important. Et c'est là que vous allez pouvoir jouer un rôle crucial dans les années à venir. 8 actifs sur 10, aujourd'hui 8 CSP+ actifs sur 10 continuent de vous lire, de vous consulter sur le papier ou sur le numérique. 8 CSP+ actifs continuent de vous faire confiance et de vous considérer comme étant la première source d'information la plus utile pour eux. Pour 3 grandes raisons.
Une raison dans une société où quelque part le réel est mis sous tension et presque parfois mal raconté, vous le documentez, vous le nourrissez, vous l'étayez, vous le présentez, vous le montrez. Vous produisez du savoir opérationnel, utile pour une grande partie de la population qui entreprend, qui crée, qui innove et qui cherche à se développer. Et surtout, de mon point de vue, on l'a vu notamment au moment de la crise agricole, avec par exemple le groupe France Agricole a pu faire au moment de la crise qui a eu lieu il y a encore quelques semaines, c'est de remettre ces sujets, notamment le sujet du fer, dans l'espace public. Deuxième point important, Frédéric, ça va te faire sourire par rapport à l'Alliance pro-retraite avec laquelle tu collabores. On a vu, dès ces dernières années, genre on a presque fini, c'est l'affaiblissement, à quel point les corps intermédiaires ont été affaiblis, et à quel point des médias comme les vôtres peuvent être quelque part des interfaces de dialogue entre les réalités de terrain dans toute leur complexité, et également le débat public et les politiques publiques. Et quelque part, la chance, enfin, l'opportunité qui est la vôtre, c'est de permettre aux décideurs publics de parler le langage de cette France qui tient, qui agit et qui entreprend. Voilà. La France, certes, est intranquille. Vous avez vu avec beaucoup plus de nuances et beaucoup plus de complexité que parfois la tentative à simplifier les choses peut avoir quand on essaie de faire entrer dans une seule grille de lecture un certain nombre d'indices ou d'indicateurs. Elle n'est pas immobile et pour avoir eu la chance de découvrir un petit peu le palmarès avant, je pense qu'une fois qu'on aura discuté un petit peu de ces sujets-là, vous allez mieux comprendre pourquoi après un certain nombre de prix vont être remis. Et la preuve ce soir que les choses peuvent encore bouger. Merci. Pour cet éclairage précieux, effectivement, on va trouver beaucoup de résonance dans la soirée que vous attendez certainement. Place maintenant donc, à la 26e cérémonie des Victoires des médias. Petit rappel des règles du jeu ce soir. Nous avons 8 catégories qui distinguent les meilleures plumes, le sens de l'enquête, la créativité dans les choix, le design ou encore les événements, ainsi qu'un grand prix, une catégorie très prestigieuse. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur celles et ceux qui ont rendu cette sélection possible. Cette édition, elle mobilise 2 jurys complémentaires. Un premier composé d'éditeurs, membres du conseil d'administration du syndicat de la presse professionnelle. Ce jury a examiné l'ensemble des 93 candidatures. Ils ont sélectionné les nominés dans chaque catégorie selon une grille d'évaluation très exigeante. Et puis un deuxième jury, composé cette fois de professionnels de la presse, des médias, de la communication, du conseil et des annonceurs, qui ont eu pour mission de désigner les lauréats. Le choix, bien sûr, n'a pas été facile. On l'a évoqué, le secteur est très riche, très innovant. Et je tiens à nouveau à vous proposer de les applaudir très chaleureusement. Ils sont parmi nous et ils méritent Vous pourrez les découvrir, ils vont m'accompagner dans la mission ce soir de présenter les victoires. Et on en vient justement à notre premier prix, la victoire de l'édito. L'édito, c'est la voix d'un média, c'est sa patte, c'est son regard. Et pour remettre le prix de la victoire de l'édito, j'appelle Monsieur Frédéric Oliven, directeur général d'Audience à l'Europe. Bon, il y avait des petits clins d'œil avec Fabrice, qui est un ami, un collègue, et effectivement, il travaille pour l'Alliance professionnelle retraite d'Agir Carco, dans laquelle Audience a une part. J'ai le droit de dire un petit mot? Oui, l'idée c'était justement de comprendre pourquoi Audience est associée à ce bel événement. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici ce soir? En fait, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est merci de nous faire confiance, d'accepter que Audience soit partenaire de ces trophées comme des victoires, pour être précis, comme l'année précédente et encore l'année d'avant. Ça veut dire que vous avez confiance en nous. Si on n'avait rien à faire là, vous trouveriez un autre partenaire. Et puis, c'est vrai que sur les années qui viennent de passer, on a plutôt eu tendance à voir le nombre d'éditeurs et éditrices de presse chez Audience augmenter. Donc, il y a cette confiance aussi du monde de la presse en Audience. De nouvelles belles entreprises ont fait le choix de venir chez nous pour plutôt sur les sujets de protection sociale, santé et prévoyance que sur la retraite. Vous n'avez pas le choix. C'est ainsi. C'est ce dont on se parlait avec Fabrice il y a un instant. C'était super la présentation de tout à l'heure. Merci
à vous de nous avoir offert ça avec Fabrice, mon choix. Il y a pas mal d'anciens collègues, il y a une reconstitution de Ligue dissoute ce soir. Ce que je voulais dire sur... je ne vais pas vous parler d'audience en fait, simplement moi j'ai 3 raisons de me féliciter de remettre ce prix. Et est-ce que je donne le lauréat tout de suite ou pas? Alors non, on va d'abord passer... Ce là-dessus... que j'avais à dire, c'était en rapport avec le lauréat. Eh ben, Outre que... alors, il y a 3 raisons qui me font, et je vais essayer de ne pas dévoiler du coup, il y a 3 raisons qui me font me féliciter d'avoir été choisi pour ce prix-là. La première, c'est l'amitié. La deuxième, c'est que cet édito qui est récompensé montre à quel point la presse professionnelle remplit la mission fondamentale de la presse qui est d'éclairer, informer, donner un contrepoint à un certain nombre de postures, parfois politiques, en l'espèce tout à fait politique, et donc de rendre un vrai service citoyen à ses lecteurs. Donc ça, c'est vraiment la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que ce qui est pointé dans cet édito, et donc j'en dis pas plus pour le moment, c'est une situation qu'on retrouve nous à notre niveau chez Audience dans nos relations avec les pouvoirs publics et dans la façon dont les pouvoirs publics ont le plus grand mal. On va peut-être pas aller plus loin, on va passer au nominé pour ne pas faire languir plus longtemps, effectivement. Adresser les sujets d'audience, mais bon, voilà. Et donc, je vous propose de découvrir les 3 nominés et je vous laisserai peut-être subtilement deviner la suite. Alors, on commence par Nexis avec la semaine juridique pour l'édito Nos Gisèle, qui pose une question: et si demain on appelait nos filles Gisèle, en écho au combat bien sûr de Gisèle Halimi et Gisèle Pellicot. Deuxième nominé dans cette catégorie, PIC Média avec Génie Climatique Magazine pour l'édito Ma Prime Rénov, le coup de grâce après 3 ans de déni, qui scelle la rupture de confiance entre les acteurs de la rénovation énergétique et les pouvoirs publics et documente le décalage entre le terrain et les décisions publiques. Et puis les éditions Acteurs Publics pour leur titre éponyme Acteurs Publics pour l'édito Mère Courage, un texte qui rend hommage au rôle de mère et rappelle leur place centrale et complexe dans l'équilibre démocratique et territorial. Et sans plus attendre, on découvre le lauréat. Dans la catégorie Victoire de l'édito, le lauréat est Ma Prime Rénov, le coup de grâce après 3 ans de déni. Cet édito adopte la posture de témoins qui ont alerté, enquêté et se sont heurtés au déni systématique des pouvoirs publics. Il documente méthodiquement comment l'administration a rejeté les objections légitimes entre minimisation et retournement opportuniste. L'édito dénonce avec virulence le mépris de l'État pour le dialogue avec les acteurs professionnels et cristallise la faillite d'une politique publique menée en force dans l'aveuglement et la surdité. Avec 12 000 exemplaires imprimés et 24 000 abonnés sur LinkedIn, Génie Climatique confirme sa voix unique. Informer, alerter, peser. Bravo, je pense qu'on peut de nouveau l'applaudir. Bonsoir, bravo à vous. Bonsoir, merci beaucoup. Cet édito, il est un petit peu singulier puisque vous attaquez directement aux acteurs publics. En tout cas, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre la proximité sectorielle quand on est représentant de la presse professionnelle et l'exigence critique vis-à-vis des décideurs? Alors, on a la chance, enfin, déjà merci beaucoup, j'ai remis beaucoup de prix dans ma carrière, mais je n'en avais jamais encore reçu, donc merci. J'ai la chance de ne pas tellement avoir de pouvoir public dans mon lectorat, donc bon, je peux les fâcher, c'est pas très grave, on ne perdra pas grand-chose. Cet édito, voilà, j'ai eu beaucoup de réactions, beaucoup, pas non plus, pas par dizaines de milliers, hein, mais on sait qu'on a à peu près réussi l'édito quand on a quelques professionnels qui nous remercient parce que finalement on a dit, écrit, avec une aisance de plume qui est dans notre métier qui n'est pas dans le leur, et puis avec une audience aussi évidemment qui est notre métier et pas le leur. Quand on a réussi à transposer à peu près
ce qu'ils ressentent et quand en quelques lignes on traduit en l'occurrence 3-4 ans de grosses frustrations de leur part. C'est une bonne manière de rappeler la notion de confiance évoquée tout à l'heure, effectivement, de recéler ce pacte de confiance. En tout cas, profitez bien. Et pour aller immortaliser cette victoire, je vais vous inviter à vous rendre juste derrière pour un petit photocall avant qu'on poursuive. Et également, je vous libère également, Frédéric. Encore bravo. On peut passer à présent à la deuxième catégorie, la victoire de l'article, et on va pouvoir découvrir avec Didier Falcan, directeur des clés de la presse, membre du jury, à me rejoindre pour dévoiler le nom du nominé. Bonsoir Didier. Bonsoir. Alors c'est un exercice qui n'est pas évident puisque vous avez planché pour désigner des lauréats. Là, je vais vous demander à nouveau de ne pas dévoiler le lauréat. Est-ce que vous pouvez juste nous dire peut-être qu'est-ce qui fait un bon article? Qu'est-ce qui a vraiment décidé le jury? Qu'est-ce qui fait un bon article? Je ne sais pas, c'est un bon sujet, un bon angle, des bonnes infos, des révélations, peut-être des scoops. En presse pro, c'est de l'expertise, de la rigueur, des analyses, des cas concrets, des échanges d'expériences. Voilà, c'est un peu ça. Et les trois nominés là étaient dans cette logique-là. Donc il y a eu débat, surtout entre deux des trois. Sur effectivement qu'est-ce qui était le mieux, pourquoi on allait décerner à l'un à l'autre. Il y a eu pas mal de débats, mais finalement on a réussi à se mettre d'accord. C'est un exercice très difficile, effectivement, c'est de décider. On découvre ensemble les trois nominés de cette catégorie et on commence par Que choisir ensemble avec sa revue Que choisir pour son article Temu et Shein, petit prix Maxi Risque, qui révèle que de nombreux produits vendus sur ces plateformes d'e-commerce sont non conformes et manque aux normes de sécurité en vigueur en Europe. On a également À Vivre Édition avec sa revue À Vivre, Oser l'architecture pour l'article Une histoire de terre, d'hommes et de temps long, une chronique sensible qui explore le lien entre le design, la mémoire des territoires et la transmission dans la vallée du Lot, marquée par son passé industriel. Et puis Infopro Digital avec les cahiers techniques du bâtiment pour l'article Vitrine XXL sur le monde marin, qui plonge dans les défis techniques de la conception des grands aquariums modernes. Et tout de suite, on découvre le lauréat. Dans la catégorie Victoire de l'article, le lauréat est Vitrine XXL sur le monde marin. Les cahiers techniques du bâtiment. Composant les parcs zoologiques. Au cœur de cette enquête, les aquariums nationaux révèlent toute la complexité de projets d'envergure mondiale. Choix de matériaux spécifiques, gestion et circulation de l'eau pour recréer des biotopes fidèles, maîtrise d'une consommation énergétique considérable, l'article met en lumière ces défis techniques hors normes. Mais au-delà de la performance, il révèle surtout l'ingénierie et la créativité nécessaires pour concilier exigences architecturales, sécurité et respect du vivant. Bravo, on peut applaudir de nouveau les lauréats. Et je vais demander à Mesdames Félicie Gesselin, rédactrice en chef adjointe de la revue Les Cahiers Techniques du Bâtiment, Carole Ferry, rédactrice en chef, et Virginie Pavie, la journaliste signataire de l'article, à me rejoindre sur scène. Félicie peut prendre peut-être le micro pour que tout le monde nous entende. Votre revue, elle n'avait jamais traité la question des bâtiments conçus pour les animaux. Qu'est-ce qui vous a convaincu que cette thématique avait toute sa place dans une revue d'ingénierie? Alors d'abord, merci au jury, merci chers collègues. En quelques mots, donc, notre revue publie 8 numéros par an. Elle s'adresse à un lectorat d'architectes et d'ingénieurs construction. Alors effectivement, la thématique des parcs zoologiques, ça n'a jamais été abordée par le passé. Donc on en a profité pour bâtir un dossier complet en abordant les ménageries, les volières, les terrariums, les serres, jusqu'aux cliniques vétérinaires qui sont intégrées dans ces programmes. Et ce qui nous a particulièrement intéressés, c'est de découvrir comment la conception, et plus précisément la technique, répond au bien-être des espèces, à l'heure où la condition animale fait l'objet d'une prise en compte accrue dans le débat public. Je vais laisser à Virginie, collaboratrice du titre depuis 30 ans, vous en dire plus sur les enjeux des aquariums.
peut-être un petit mot rapide, puisqu'effectivement, sur cette question des aquariums. Oui, tout à fait. En fait, c'était juste pour rappeler, enfin, vous remercier et rappeler que l'article en fait a consisté à mettre en évidence les problématiques structurelles en fait de ces grandes vitrines sur la mer et sur les fonds marins. Et voilà, notamment les produits verriers qui sont extrêmement techniques et qui résistent à des dizaines de millions de mètres cubes d'eau. Voilà, et ça parle aussi de la gestion de l'eau, vous en avez déjà parlé. Voilà, donc... bravo en tout cas pour ce prix. Un petit mot, juste pour dire qu'on est particulièrement content de ce prix, notamment parce que les CTB ont fêté leurs 50 ans il y a quelques mois. C'est un beau cadeau d'anniversaire. C'est un beau cadeau d'anniversaire, donc merci au jury. Et je voudrais juste saluer également l'expertise de notre équipe de journalistes, en particulier, on en a parlé à plusieurs reprises ce soir, mais de la compétition, de la concurrence de l'IA. Je pense que cette expertise, elle est particulièrement précieuse. Merci à un petit passage de protocole pour célébrer comme il se doit cette victoire. Et on poursuit avec une catégorie qui est centrale dans l'ADN journalistique, la victoire de l'enquête et du reportage. Et j'invite Sébastien Gantou, Data Protection Officer et expert RGPD, membre du jury également, à me rejoindre. Pour vos collègues, en faisant attention à ne pas donner trop d'indices sur le lauréat, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels ont été les critères de la sélection pour cette catégorie ? Tout à l'heure, on disait que les médias ont pour mission d'informer et d'éclairer, et j'ajouterais le fait d'intéresser. Et donc, du coup, quand on est arrivé sur cette catégorie et qu'on a vu la sélection qui nous a été proposée, on avait à la fois l'impératif de travailler sur le sens de l'enquête et aussi sur la quête de sens par rapport à l'intérêt. Et du coup, on a... Comment exprimer ça de manière claire ? Notre objectif était de faire en sorte que le contenu abordé soit à la fois abordé de manière méthodique, de manière professionnelle, et qui permette aux gens de comprendre et aux lecteurs de comprendre comment... c'est difficile sans... C'est un exercice périlleux sans trop en dévoiler. Bon. On va pouvoir déjà découvrir les nominés pour voir que le jury a planché très difficilement, puisque la qualité des dossiers est très importante. On démarre avec RHF Média pour sa revue Industrie hôtelière et son dossier Dynamiser son chiffre d'affaires, qui explore les nouveaux leviers de rentabilité dans l'hôtellerie et présente les bonnes pratiques dans un secteur où l'expérience client est clé et ne peut pas être sacrifiée pour des économies pourtant très, très demandées. Que choisir ensemble pour sa revue Que choisir et son dossier enquête abandonné aux fonds spéculatifs, qui met en lumière les conséquences humaines et sociales de la faillite du groupe Medicharm, laissant des résidents et des familles face à l'incertitude et aux défaillances du système. Et puis Infomer avec le média Le Marin pour la série Les femmes à la pêche vers une nécessaire reconnaissance, un grand reportage en plusieurs volets qui documente la place encore largement invisible des femmes dans la filière pêche et les obstacles qui subsistent pour leur reconnaissance. Et tout de suite, le lauréat. Dans la catégorie Victoire de l'enquête et reportage, le lauréat est la revue Que choisir, avec son enquête EHPAD abandonné aux fonds spéculatifs. La plus enquête sur EHPAD Medicharm, placée en liquidation judiciaire en février 2024. L'investigation dévoile une mécanique implacable. Établissement piloté par des fonds de pension, ration calculée au minimum, produits d'hygiène restreints, argent public redistribué aux actionnaires. Par sa rigueur et sa force narrative, cette enquête dépasse la dénonciation. Elle éclaire, elle alerte, elle nourrit le débat. On comprend mieux effectivement, ça résonne tout à fait ce que vous expliquiez. Et je vais inviter tout de suite Pascale Barlet, rédactrice en chef de la revue Que choisir, à me rejoindre sur scène pour nous en dire plus sur ce dossier. On peut l'applaudir pour avoir à la... Je vois que vous venez accompagner. Alors, on se souvenait d'un livre choc qui a
qui a eu beaucoup de résonance, Les Fossoyeurs de Victor Castanet sur le système Orpea. Et vous démarrez d'ailleurs dans ce dossier par une phrase, une citation, « Pourquoi ça ne bouge pas alors qu'il y a eu Orpea ?» Le fait que d'autres structures puissent être dans le même cas, c'est vraiment ça qui vous a donné envie de vous lancer dans cette enquête? Alors tout d'abord, merci au jury, effectivement. Je vous présente juste Elisa Houdin, qui est l'auteur en fait de cette enquête. C'est une enquête en fait de la cellule d'investigation de Que Choisir que nous avons créée avec Arnaud Deblove, qui est rédacteur en chef de Que Choisir et dans la salle également. Pour répondre à votre question, en fait tout est parti d'un article dans la PQR sur Medicharm où je me suis dit tiens, c'est étrange en fait ce qui se passe dans ce réseau. Ça a évidemment résonné par rapport aux Fossoyeurs et je suis allée voir Elisa, qui est une de nos enquêtrices hors pair. Je lui ai dit intéresse-toi à tout ça, tire le fil de la pelote. Elle a fait le travail et voici le résultat. Et en fait, on est très très fiers de cette enquête, effectivement, parce que c'est pas forcément, comment dire, c'est pas joyeux, parce que c'est un réseau assez compliqué, mais après Orpea et les Fossoyeurs, on n'a pas peur de dire que Medicharm est un autre scandale Orpea. Voilà, donc à découvrir dans notre Que Choisir budget, qui est un hors-série de Que Choisir. D'accord, merci beaucoup d'avoir été avec nous. En fait, si vous souhaitez nous dire un petit mot rapide sur ce dossier. Moi, je voulais dire qu'en général, les enquêtes que je fais, c'est plutôt à mon initiative, souvent. Et que là, j'ai écouté la proposition de Pascal. Et que vraiment, quand j'ai démarré, je me suis dit pourquoi elle me demande celui-là, plus particulièrement. Et qu'en fait, c'était vraiment un très beau sujet. Donc, quand j'entendais qu'un bon sujet, c'était d'abord le thème et le sujet, avant l'article, c'est vrai quoi. Là, c'est vraiment j'étais dépassée parce que je ne connaissais pas du tout ce secteur. Parce que moi, je suis plutôt en finance et je ne connaissais pas du tout le secteur de la santé. Et en fait, on a croisé les deux, en fait, la santé et la finance. Et là, on voit que les finances gouvernent parfois un peu plus là où l'humain devrait être au centre. En tout cas, merci, bravo. Je vous invite également à rejoindre l'équipe de merci. Alors, on a beaucoup parlé du fond, on a rappelé son caractère essentiel, mais un média, c'est aussi la forme, la manière avec laquelle il transmet l'information à son public via son support, sa maquette, tout son environnement physique et virtuel. On va passer, vous l'aurez compris, à la victoire du design graphique. Et pour m'accompagner dans cette mission, j'invite Corinne Dacosta, directrice de C de l'équipe du Conseil. Bonsoir à tous. Je suis ravie de remettre le premier prix qui est autre chose que le fond. J'avais un associé qui était Alain Petitjean, que beaucoup d'entre vous ont connu, qui disait le fond, c'est la forme la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et donc, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Et donc, on va regarder les catégories, les nominés. C'était des beaux dossiers, on a eu du mal à choisir. Oui, c'est toujours un exercice très très difficile pour les jurys. On découvre donc les nominés. On démarre par l'extenso avec actujuridique.fr pour les chroniques dessinées, une série de récits illustrés qui racontent la vie des tribunaux à travers le regard d'un dessinateur qui mêle donc illustration et chronique judiciaire. Le deuxième nominé, c'est RHF Média avec sa revue Restauration collective pour sa nouvelle maquette éditoriale avec une charte qui modernise la lecture du titre et renforce la clarté de l'information et du rubricage. Et puis Novendi avec le magazine Géomètre devenu Novendi et une refonte graphique ambitieuse, un nouveau nom, une nouvelle identité visuelle, une mise en page plus immersive et contemporaine. Et tout de suite, le lauréat. Dans la catégorie Victoire du design graphique, le lauréat est Chronique dessinée d'actu juridique. Pour la première fois, inspirée de la grande tradition du dessin de presse, cette approche offre une lecture inédite des audiences. L'auteur Jean-Luc Boiré ne se limite pas à dessiner les scènes, mais il rédige aussi la chronique. Chaque ligne informe et chaque trait transmet une émotion. Avec cette initiative, Actu Juridique démontre que le design graphique peut devenir bien plus qu'un habillage, mais bien un langage à part entière, capable de renouveler notre regard sur l'actualité judiciaire. Bravo donc à Actu Juridique et bravo à vous.
rappelle, en matière de justice, du fait de l'interdiction des appareils photo et des caméras à l'audience, le dessin a toujours une place très particulière. Mais ici, l'originalité est ailleurs, puisque en plus d'être dessinateur, vous racontez l'histoire, vous l'écrivez. En quoi ça change votre manière peut-être de raconter la justice? Bonsoir à tous et à toutes. Merci au jury. Pour répondre à votre question, du coup, en fait, moi, la justice, je la raconte par le biais de cette chronique. Je la raconte jamais en temps ordinaire. Je ne suis pas du tout spécialisé dans le monde judiciaire. Je l'ai découvert il y a un an, en allant, un an et demi, en allant au procès de Gisèle Pellicot. J'avais jamais mis les pieds dans un tribunal, en fait. Et pour répondre à votre question, je pense que c'est le côté vivant du dessin, pris sur le vif, parce que vraiment tous les dessins des chroniques sont réalisés sur place, à l'exception de la couleur. Je prends des notes en même temps que je dessine, c'est un peu acrobatique. Et rentré chez moi, je mets tout ça en scène sous une forme qu'on pourrait appeler bande dessinée, mais qui est un peu lointain par rapport à ce terme, puisque le texte est quand même assez important par rapport aux cases et aux bulles. Voilà. J'essaie de faire quelque chose de vivant, voilà, et de sensible, tellement il se passe de choses dans le peu de temps que peut durer un procès en comparution immédiate, parce que je me suis fait une spécialité des comparutions immédiates. Voilà. Donc avec effectivement un petit challenge en plus, je crois que c'est la soirée des défis, hein, on le rappelle. Merci en tout cas, bravo. Et puis J'aimerais, avant de laisser la place au prochain prix, remercier les personnes qui m'ont fait confiance, et notamment Olivia Dufour, ici présente, avec une jolie lumière orange qui m'a fait confiance, alors que moi j'avais jamais fait cet exercice. Elle a dit banco, et depuis un an, et on est à la 25e chronique. Du coup, je la remercie vraiment très chaleureusement. Je remercie aussi un voisin procureur qui m'a introduit au tribunal de Valence, Michel Coste. Et puis surtout, alors il n'est pas là parce qu'il est peut-être encore au tribunal, mais c'est l'huissier, Franck, qui m'accompagne et qui me materne dans cette expérience des tribunaux. Merci beaucoup. Oui, le réseau de terrain, c'est un travail. C'était une belle expérience pour nous de découvrir cette technique. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à passer cette fois-ci de l'autre côté de la caméra avec le photocall. Merci, on va pouvoir poursuivre. On l'a répété en introduction, hein, malgré les contraintes, ou peut-être parfois même plutôt grâce à elle, la presse professionnelle se réinvente. Et ce soir, on tenait à célébrer la créativité avec cette nouvelle catégorie, celle de l'innovation éditoriale. Et pour remettre justement la victoire de l'innovation éditoriale, j'appelle Madame Sabine Madeleine, directrice générale du CFC, à monter sur scène. Bonsoir, donc je suis très heureuse d'être là ce soir pour mettre à l'honneur la presse professionnelle. Au CFC, nous savons à quel point la presse professionnelle est essentielle pour les entreprises, quels que soient les secteurs d'activité. Ça fait plus de 40 ans que nous collectons les droits qui reviennent aux auteurs et aux éditeurs pour les copies et les rediffusions, notamment de la presse, mais aussi du livre, qui sont effectués dans les entreprises et dans le secteur pédagogique. Donc pour vous donner une idée, en 2025, le CFC a versé plus de 32 millions à la presse, et sur ces 32 millions, 43% ont été reversés à la presse professionnelle, soit 14 millions d'euros. C'est dire et c'est souligner à quel point vos contenus sont importants et ont une vraie valeur. Leur qualité, leur diversité permettent d'accompagner chaque jour les professionnels dans leur compréhension des marchés et leurs évolutions. Ils permettent aussi de communiquer et de former bien sûr les futurs professionnels. Mais cette soirée des victoires des médias nous rappelle également une autre qualité essentielle de la presse professionnelle, c'est que sa capacité à évoluer, à se réinventer, à trouver de nouvelles façons de s'adresser à ses publics. Donc c'est pour ça que je suis très heureuse aussi de pouvoir remettre ce prix de l'innovation éditoriale. Et on découvre sans plus attendre les 3 nominés de cette catégorie. On démarre par Que choisir ensemble pour sa revue Que choisir, avec une nouvelle formule, une refonte éditoriale et graphique pensée pour moderniser le magazine, pour l'enrichir, enrichir à la fois l'expérience de lecture et mieux répondre aux attentes du public.
On a également le paysan français avec sa revue Le Paysan Vigneron sur le projet des 100 ans, un dispositif éditorial qui a mêlé un livret, une exposition et des contenus enrichis pour raconter un siècle d'histoire agricole et valoriser tout l'historique de la revue. Et puis le groupe France Agricole LGPA avec Agriflix, la victoire, la plateforme de vidéo à la demande dédiée aux professionnels agricoles qui propose des contenus pédagogiques pour accompagner les transformations du secteur. Et tout de suite, le lauréat. Dans la catégorie Victoire de l'innovation éditoriale, le lauréat est Agriflix pour la plateforme vidéo sur le machinisme agricole. Agriflix s'impose en quelques mois comme la plateforme streaming B2B entièrement dédiée au monde agricole. 300 contenus audio et vidéo accompagnent les agriculteurs dans leur transition et valorisent les métiers auprès des nouvelles générations. Portée par une stratégie combinant campagne digitale, newsletter hebdomadaire et partenariat avec les médias leaders du secteur, la plateforme franchit en un an le cap des 80 000 abonnés et double son nombre de vidéos vues. Plus qu'un service, Agriflix devient un levier stratégique. Fédérer, transmettre et accompagner la transformation du monde agricole. Alors, on l'a vu, Fabrice l'a rappelé également, la vidéo elle-même. Je vais appeler Claire Pratt, directrice des programmes Agriflix, à me rejoindre sur scène. La vidéo, c'est un des contenus les plus forts en matière de consommation médiatique. Agriflix, c'est un peu le Netflix du monde agricole professionnel. Comment on fait une telle bascule quand on vient de médias dits plus traditionnels? Alors merci d'abord pour ce prix, merci au jury. Agriflix, c'est le cousin de Netflix. On n'a pas encore 15 millions d'abonnés comme finalement notre cousin Netflix, mais peut-être qu'un jour on y arrivera. Cette bascule, elle s'est faite suite à une prise de conscience et aussi un petit peu d'audace. On s'est dit, tiens, comment on va aller toucher les jeunes et les agriculteurs dans leur consommation. Aujourd'hui, on consomme 5 heures en moyenne de vidéos par jour. C'est énorme. Pour cela, en fait, nos agriculteurs, ils consomment 5 heures aujourd'hui pardon. J'ai eu 5 heures de vidéos par jour. Il va falloir accompagner ces nouvelles générations de jeunes, d'agriculteurs, et notamment dès les collèges, dès les lycées. C'est pourquoi en fait on a conçu Agriflix en 2024. Depuis 2024, on a mis en commun l'expertise journalistique de toutes nos rédactions, les expertises en élevage, en production de grande culture, sur la gestion agricole et également sur le machinisme. Cette transformation, elle ne s'est pas faite toute seule, cette mise en commun ne s'est pas faite toute seule. Elle a été accompagnée, elle a été faite par tous nos journalistes dans nos rédactions que je voudrais saluer aujourd'hui. On leur demande de passer de l'écrit à la vidéo et ce n'est pas une transformation simple. Aujourd'hui, ils osent, ils testent, ils inventent, ils créent, ils produisent tous les jours des contenus qui vont à la fois sur Agriflix et qui vont à la fois sur nos plateformes et sur nos sites internet. Et j'ai vraiment une pensée toute particulière pour eux, notamment l'équipe du machinisme de la France agricole qui nous fait de très belles vidéos, et également l'équipe de matériel agricole qui sont finalement nos deux fournisseurs de contenu sur cette chaîne machinisme qui représente un tiers de nos contenus aujourd'hui. Je voudrais remercier, je finis rapidement, je voudrais remercier donc les éditeurs des différents pôles, Jonathan Havard qui est présent dans cette salle pour le pôle agriculture, Delphine aussi que j'ai vu dans la salle sur le pôle machinisme. Je voudrais remercier également Hervé Noiret, notre directeur général, Gérard Julien, notre président directeur général qui est également dans la salle, pour leur soutien tout au long de l'année sur Agriflix. Et enfin, ce prix récompense la vidéo, mais c'est qu'un début. C'est un message aux agriculteurs, on vous a compris, on est là, on vous soutient et on évolue avec vous dans la façon de communiquer, de partager l'information. C'est notre carburant pour évaluer et pour aller vers la suite.
Merci beaucoup. Merci à toi. Place donc à notre 6e catégorie. Je ne vais pas vous l'apprendre. L'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. Alors on va le célébrer à présent avec la victoire de la performance commerciale. Et pour cela, j'invite Yves Siméon, consultant formateur chez Reload et membre du jury à nous rejoindre. Bonsoir Yves. Bonsoir. Même exercice que pour je ne divulgacherai rien du tout, mais je vais quand même vous donner des petits tips. Qu'est-ce qui a fait la différence parmi les dossiers que vous avez reçus ? La première chose, c'est déjà un beau dossier. Alors là, je le dis un peu pour tout le monde. C'est vrai que pour les jurys, quand il y a 150 pages, 100 pages de l'ancienne maquette, 100 pages de la nouvelle maquette, etc. Donc c'est vrai que c'est bien structuré. Là, on est sur un dossier. Celui qui a gagné, vous allez voir. Il y a une citation au démarrage d'Andy Warhol. Donc il faut quand même, on est pris de la presse pro, mais on fait quand même des belles citations. Deuxièmement, il faut des chiffres, performance commerciale. Un petit chiffre, j'en donne un, 2 millions d'euros, il faut quand même les sortir, le résultat. Et la troisième chose, effectivement, comme le disait Jacques, la cohérence par rapport à une stratégie globale qui intègre des services, de la formation et qui est centrée sur le métier. Donc là, vous avez peut-être deviné, c'est... On ne va pas tout de suite le dire, parce qu'il faut d'abord démarrer par... Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire dossier, mais... on va démarrer tout de suite par déjà les nominés, avant de passer aux résultats. Dans la catégorie donc, victoire de la performance commerciale, les nominés sont d'abord le paysan français avec sa revue Le Paysan Vigneron pour son grand jeu concours public et professionnel à la Foire de Barbezieux. En plus de la présence du média sur son stand, la mécanique du jeu a permis d'identifier de nombreux prospects pour de futurs inserts publicitaires. Le groupe Revue Fiduciaire avec l'IA juridique, une offre qui utilise l'intelligence artificielle pour faciliter l'accès et l'analyse de l'information réglementaire pour les professionnels du droit et du chiffre. Et enfin, le paysan français pour le paysan vigneron avec son opération de partenariat avec 2 syndicats viticoles majeurs, les vins IGP Charentais et le Pinot des Charentes, qui disposent à présent de leur rubrique dédiée, de quoi booster les abonnements. Et tout de suite, le lauréat. Dans la catégorie Victoire de la performance commerciale, le lauréat est Revue Fiduciaire avec son IA juridique. Transformer l'innovation en performance commerciale. Sa gamme d'intelligence artificielle juridique, spécialisée par métier, s'adresse aux experts comptables, DAF, RH et responsables de paye, en combinant moteur de recherche et moteur de réponse. Offre segmentée, communication multicanale, démonstration terrain. La stratégie est précise, l'exécution efficace. Dans un marché bouleversé par l'explosion des données et l'essor des modèles d'IA, RF Alter Ego prouve qu'une maison de presse historique peut se réinventer et convertir l'audace en une réelle performance. Donc on a été rejoint sur scène par Éric Zuber, directeur général du groupe de la Revue Fiduciaire. Bravo les gars. Est-ce que cette initiative, elle marque pour vous une nouvelle étape dans la transformation de la presse professionnelle ? Comme le disait effectivement Jacques tout à l'heure, et je lui rends le compliment, l'IA n'est pas qu'une menace, on parle d'un tsunami, mais l'IA est, je pense, l'avenir de tous ceux qui veulent produire des données éditoriales de qualité, et je crois que vous en faites tous partie, et qui permet aujourd'hui en fait de redonner une perspective à tous les métiers des rédacteurs, des rédactions, donc des contenus éditoriaux, puisqu'aujourd'hui les usages sont en train de changer. On avait pressenti ça dès 2020, on a déposé un dossier, je remercie d'ailleurs la FNPS et tout le système qui permet aujourd'hui d'aider les groupes d'édition, puisqu'on avait déposé un dossier qui s'appelait Alter Ego en 2020. Et en 2024, on a lancé donc Alter Ego par cible, sur les directions financières, les ressources humaines, les gestionnaires de paye, en complément des revues. Et je le dis très sincèrement, en complément. C'est-à-dire que d'un côté, nous produisons aujourd'hui des IA, donc nous sommes producteurs de données éditoriales, mais aussi d'intelligence artificielle, et nous continuons à vendre des abonnements, à vendre des ouvrages.
Aujourd'hui, effectivement, le chiffre d'affaires de nos IA depuis plus de 2 ans, c'est quasiment le chiffre d'affaires de nos éditions. Et ça ne fait que progresser. Nous avons aussi lancé en marque blanche des IA, en particulier l'Hexagro, l'IA juridique pour les agriculteurs, avec le groupe NGPA. Et nous sommes sur des gros comptes et des partenariats avec d'autres. Donc aujourd'hui, il y a un renversement, je dirais, des choses, c'est-à-dire que ça redonne un coup de booster aux rédactions, ça redonne de la visibilité aussi aux synergies entre les commerciaux, et là, toute l'équipe commerciale est là, et je voudrais remercier tout le travail qui a été fait avec Stéphane Buin et toutes ses équipes. Je voulais leur dire de monter sur scène, mais on va aller vite parce que je pense que le timing est serré, mais on va se retrouver ensemble pour le photocall. Et surtout, ce que je voulais ajouter, c'est vrai que c'est très enthousiasmant ce qui se passe actuellement. Il faut prendre ça comme une chance qui peut donner pour nos groupes. Nous, c'est vrai qu'on existe, vous savez, depuis 1917. On va fêter nos 109 ans cette année. On va continuer à exister parce qu'avec de l'agilité et avec de la perspective, vous pouvez effectivement renouveler ces métiers. Et dernière chose, on avait eu le prix de l'innovation l'année dernière avec l'IA, qui était suite au dossier d'Altero 2020. Il y a 2 ans, notre concurrent direct, Lefebvre-Dallos, se permettait de communiquer en disant qu'ils étaient leaders sur ce métier. Il y a 2 ans, ils ont essayé d'aborder l'IA d'une façon généraliste. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ils nous copient directement. Ils ont refait complètement leur offre spécialisée, je me permets de le dire, parce qu'on va peut-être leur demander même des royalties, et ça va encore augmenter le chiffre d'affaires pour le propre. La performance commerciale ne s'arrête donc pas. Voilà, ça continue. On voit qu'ils sont venus en nombre et ça tombe parfaitement bien pour ma transition, puisque être réunis tous ensemble ce soir, c'est marquer une nouvelle fois notre attachement à tous au sujet de la rencontre. Vous l'aurez compris, on passe à présent sur une catégorie ancrée dans le réel et le physique avec notre victoire consacrée à l'événementiel. Et pour cela, j'invite Dorothée Thuot, gérante de Dot Events et présidente de Presse et Médias Culture. Bonsoir Dorothée. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un événement réussi? À quoi ça se mesure exactement? Comme vous l'avez dit justement, au côté humain déjà, premièrement, parce qu'on parle beaucoup d'IA, mais finalement l'événement c'est quand même l'humain, et le Covid l'a montré. Un événement réussi, c'est l'énergie, et je pense que dans la presse et dans la salle ce soir, on sent cette énergie. Et donc évidemment sans révéler le lauréat, mais ce qui a été important, ça a été aussi le sujet de l'événement, parce que forcément c'est important. Et enfin, le côté diversification qu'il y a pu avoir. Et donc pour répondre aussi à votre question, un bon événement, ça va être tout le dispositif et les retombées qu'il peut y avoir. Et c'est ce qui a fait la différence ce soir. Ça résonne. Merci beaucoup Dorothée. On découvre sans plus attendre les nominés avec, pour démarrer, le groupe France Agricole NGPA, sa revue France Agricole pour son salon Innovagri, organisé à Essigny-le-Grand, afin de faire venir les professionnels du Nord et de Belgique. Le salon a déménagé de la région centre pour se tenir dans les Hauts-de-France, donc à nouveau une manière de répondre aux usages. Infomer avec le marin pour son Wargame aux assises économiques de la mer à La Rochelle, un jeu de stratégie immersif semblable à une partie d'échecs version guerre pour décrire les tactiques adoptées par les marines lors d'une confrontation en mer. Et enfin, One Health Media et le moniteur des pharmacies avec les assises du maillage pharmaceutique, un événement professionnel qui a rassemblé les acteurs de la pharmacie pour réfléchir à l'avenir du réseau officinal en pleine crise du secteur. Et on découvre le lauréat. Dans la catégorie Victoire de l'événementiel, le lauréat est le moniteur des pharmacies avec les assises du maillage pharmaceutique. Le moniteur des pharmacies a mobilisé tout l'écosystème pour préserver l'accès aux soins avec une série de mesures concrètes. Organisation d'ateliers d'idéation, études, entretiens et débats, produisant des mesures mobilisables par ARS, collectivités et syndicats. Le point d'orgue, les assises du maillage pharmaceutique, organisées le 24 juin 2025 à l'Institut Pasteur. 250 décideurs, 25 intervenants, 3 tables rondes et un livre blanc de 20 propositions concrètes, transformant la réflexion
Bravo, et je vais donc inviter Laurent Leport, directeur des rédactions, Christelle Pangrassi, directrice de l'actualité pharmacie, ainsi qu'Alicia Pérignon, responsable des Bravo. Cet événement, donc, on l'a vu, c'est un véritable élan dans la profession. La presse professionnelle, elle ne vit pas uniquement sur le papier ou le numérique, elle fédère. Et dans ce cas concret, ça a permis aussi de peser dans le débat public. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Je peux même vous dire plein de mots, je peux passer des heures. Merci tout d'abord. Effectivement, peut-être qu'on va préciser un petit peu ce qu'est le maillage pharmaceutique, parce qu'on s'est quand même engagé là sur le terrain d'un véritable enjeu sociétal autour de l'accès aux soins de proximité. On parle beaucoup des déserts médicaux, et c'est un sujet d'extrême importance, puisque le départ d'un médecin, par exemple, lors d'un départ à la retraite, crée une très vive émotion dans les territoires, et ça va même jusqu'à parfois un sentiment d'abandon. Sauf qu'on oublie aussi qu'il y a dans ces territoires d'autres professionnels de santé qui sont souvent les premiers relais de proximité. Alors, en l'occurrence, je pense évidemment aux pharmacies et aux pharmaciens, et dont les règles d'ailleurs d'installation, ce qu'on appelle la répartition démogéographique, sont quand même très drastiques. Et finalement, c'est cette dentelle-là qu'on appelle le maillage. C'est une dentelle qui est précieuse, et c'est une dentelle qui est solide, on en parlait juste à l'instant avec Christelle, jusqu'à un certain point. Parce que finalement, ces officines qui sont hyper importantes, essentielles, elles, souvent, quand elles décrochent économiquement, elles décrochent vite et de façon assez irrémédiable. Et donc nous, on a voulu réfléchir à leur place au service de la santé des patients demain, comment elles pourraient être les plus efficaces et les plus efficientes possibles. Et en fait, ce qui nous fait hyper plaisir aujourd'hui, c'est que vous reconnaissez la qualité d'un événement, mais au-delà de ça, c'est la sincérité d'un engagement là, que vous êtes en train de valoriser. Et d'ailleurs, cette sincérité, elle a été immédiatement comprise par l'écosystème qu'on a embarqué, je ne vais pas refaire le truc, mais qu'on a embarqué pour réfléchir, pour trouver des idées, pour produire le livre blanc, etc. etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je voulais vous dire évidemment que c'était un projet qui avait été assez lourd à monter, exaltant mais lourd, et que c'était pour moi l'occasion de remercier chaleureusement mes deux acolytes, Alicia Pérignon, qui est responsable des opérations événementielles et de la communication chez nous, et puis Christelle Pangrassi, qui est directrice de l'actualité, qui est donc au cœur de tous ces sujets pour les différents titres du pôle pharmacie. Et donc voilà, c'est le cœur du réacteur intellectuel, opérationnel, organisationnel. Il y en a un autre qui est dans la salle qui s'appelle Mathieu Van Den Driesch, qui a travaillé avec nous. Je ne sais pas si je continue encore. Alors on va passer à la suite, mais un grand bravo à vous. On l'entend, un événement, c'est aussi un travail d'équipe derrière tout ça. Bravo. Et toutes les équipes, effectivement, vous avez raison, qui ont participé à cet événement, et c'est un travail d'équipe au pluriel, et on continue l'année prochaine, et on transforme les intentions du livre blanc en action. Donc à l'année prochaine. À l'année prochaine, exactement. On en a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle. On arrive justement à cette catégorie, la stratégie IA. Une intelligence artificielle qui cristallise les débats et qui bouscule sacrément le monde, et particulièrement le monde médiatique. J'invite Olivier Martinez, consultant Project Management en intelligence artificielle. Bonsoir. Olivier, quels sont, à nouveau sans trop en dire, les critères qui peuvent permettre de choisir le meilleur outil IA ? Alors déjà, la première chose, avant de répondre, je vais juste dire quelque chose. L'IA, c'est pas que le grand Satan. Vous avez vu, il y a deux prix là, la performance commerciale, donc c'est pas qu'un grand Satan. L'IA, en tout cas, tel qu'on a regardé nous, c'est un produit. Donc un produit, c'est son accessibilité, c'est sa performance, et c'est une manière de se dire, est-ce que ça fonctionne ou pas. Et c'est sur ces critères qu'on a jugé. On va voir donc la liste des nominés. En démarrant par NGPA, groupe France Agricole, avec son site Lexagro et sa stratégie IA. Lexagro, un assistant IA agricole pensé pour toutes les décisions de gestion et les décisions juridiques du monde agricole et viticole. Les éditions touristiques européennes avec la revue Espace pour leur IA Claudine, une conciergerie documentaire qui permet aux abonnés et aux non-abonnés
d'accéder aux archives de la revue de manière optimisée. Et puis les éditions Acteurs Publics pour Acteurs Publics 360, une plateforme IA qui mobilise l'intelligence artificielle pour analyser, structurer et rendre plus accessibles les données et les politiques publiques. Et on découvre sans plus attendre le lauréat. Dans la catégorie Victoire de la stratégie IA, le lauréat est les éditions Acteurs Publics avec Acteurs Publics 360 IA. Plus d'1 million de documents officiels, journal officiel, bulletins ministériels et archives de la rédaction sont agrégés pour offrir une vision complète. Grâce au Retrieval Augmented Generation et à l'intelligence augmentée, chaque réponse est analysée. Les sources sont citées, garantissant ainsi rapidité, fiabilité et sécurité. Développée par Cineca avec Mistral IA, hébergée, la solution respecte le RGPD et ne conserve aucune donnée utilisateur. Acteurs Publics 360 IA illustre parfaitement comment l'intelligence artificielle peut devenir un outil opérationnel tout en combinant innovation technologique et souveraineté. On a été rejoint sur scène par Bruno Bottella, directeur de la rédaction d'Acteurs Publics. Bonsoir. Bonsoir. On a eu quelques éléments de réponse dans la petite vidéo, mais la défiance souvent de nombreux médias et du grand public vis-à-vis de l'IA, parfois à raison, c'est la fiabilité. Comment on garantit, surtout sur des données publiques, la fiabilité des infos? Bon, d'abord, merci au jury. C'est un grand honneur de recevoir ce prix, en particulier dans cette catégorie, car comme ça a été dit un peu depuis tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur de l'IA en fait. C'est vrai que ça impressionne beaucoup, notamment au sein des rédactions, mais on peut en faire une opportunité au service de nos lecteurs. En l'occurrence, nous, Acteurs Publics, nos lecteurs, ce sont en gros les cadres dirigeants et supérieurs de la fonction publique. Et cet outil qu'on a conçu permet effectivement d'agréger des données publiques qui sont aujourd'hui très éclatées, en silos. Donc ça va du journal officiel, les différents codes, ils sont très très nombreux, mais aussi les bulletins officiels des administrations, les documents parlementaires, différents rapports publics, et d'agréger cela avec la production éditoriale d'Acteurs Publics et de ne rester que là-dessus. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que les gens qui se connectent à 360 IA, donc vous avez vu une version ancienne, on va voir dans quelques jours une version beaucoup plus ergonomique et plus performante, eh bien, les recherches ne se font que sur ce corpus sécurisé. Donc pas d'hallucination, on ne va pas aller chercher des choses sur le web sans source. Les sources sont clairement identifiées, c'est très important pour nos lecteurs qui sont très exigeants dans ce domaine. Bravo pour ce beau prix, vous allez pouvoir aller effectivement l'immortaliser avec une petite photo. Merci beaucoup, et donc merci encore une fois au jury, et merci au président du groupe Acteurs Publics, Pierre-Marie Vidal, qui a beaucoup impulsé cette stratégie IA au sein des éditions Acteurs Publics. Merci. Bravo. Merci. La cérémonie touche à sa fin, mais avant de vous inviter à célébrer comme il se doit toutes ces belles victoires, il nous reste le Grand Prix, une distinction hors catégorie. Et j'appelle de nouveau Jacques Fitaman à me rejoindre sur scène. Alors, comment on choisit, vous m'entendez? Comment on choisit le Grand Prix? Mais avant de vous dire ce qu'on a fait, je voudrais vous parler de ce que je viens de vivre là. Fabrice, tout à l'heure, nous a fait un brillant exposé. Il a montré l'état de déprime des Français, sauf ceux qui sont dans le fer, si j'ai bien compris. Hein. Et là, c'est ce qu'on a vu là, depuis les 6 ou 7 catégories. Et au-delà du fer, c'est la fierté. Plusieurs ont cité la fierté de venir ici et de recevoir ces récompenses. Les nominés sont également très fiers également. Les chefs d'entreprise, les éditeurs sont très fiers de leur travail et d'améliorer et d'aller vers l'excellence. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors tout à l'heure, j'ai parlé d'état de l'art de la presse spécialisée. Et pour choisir notre Grand Prix, on a vu, Corinne a dit tout à l'heure, Corinne Dacosta, qui est dans le jury,
a dit c'est sorti de façon assez évidente parce que dans chaque catégorie, on avait quelqu'un qui, je dis pas qui, il y avait quelqu'un qui avait une initiative sur ceci, une autre initiative sur cela, une autre innovation. Et au final, ça nous fait une entreprise extrêmement inspirante pour l'ensemble de ses collègues. Et voilà, je m'arrête là. Sinon, on va découvrir tout de suite, laissons un peu le suspense, dévoilons le lauréat du Grand Prix 2026. Le Grand Prix des victoires des médias 2026 est décerné au groupe France Agricole NGPA. NGPA rapproche innovation et pratique professionnelle. Ces projets ne se contentent pas de diffuser l'information. Ils facilitent les décisions stratégiques, valorisent les métiers agricoles et inspirent les nouvelles générations. Chaque initiative reflète une vision globale et cohérente. Transformer des idées en solutions opérationnelles, répondre aux défis du secteur et créer des contenus à la fois éducatifs, engageants et impactants. Cette approche intégrée a généré une audience engagée et fidèle, favorisé l'adoption rapide des solutions numériques et renforcé la valorisation des savoir-faire agricoles. Bravo, je vais donc inviter Hervé Noiret. Bonsoir, on imagine votre fierté. Alors pour reprendre, la cérémonie, elle s'est ouverte sur une note d'optimisme avec Jacques qui expliquait que c'est important. Ce prix, c'est aussi une récompense de votre travail qui est très centré sur du positif. Alors que le monde agricole, on peut le dire, essuie de nombreuses crises. Vous cherchez très concrètement à les accompagner dans des solutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, je vais vous en dire plusieurs mots. Déjà, je voudrais commencer par de vous remercier au nom de NGPA, remercier la FNPS, le syndicat de la presse professionnelle et bien sûr aussi tous les jurés qui ont salué en fait effectivement cette conviction qu'on a au sein du groupe NGPA que ce que l'on fait en fait ça doit effectivement je dirais être animé par une volonté d'être utile. Et c'est peut-être ce qui nous réunit tous ce soir, les éditeurs, cette conviction de l'utilité, de la nécessité d'animer nos communautés. Et bien sûr et avant tout parce que c'est notre ADN je dirais d'informer, d'éclairer, ça a été très bien dit, de créer du lien. C'est ce qu'on fait tous les jours dans nos médias. C'est aussi la nécessité de trouver un modèle économique qui nous permet d'avancer avec sur plusieurs jambes, d'où l'idée aussi de pouvoir être autonome pour financer des investissements, que ce soit effectivement sur l'IA avec les services, ce qu'on a lancé avec le groupe brevet fiduciaire, que ce soit les salons, puisque vous l'avez signifié, je crois que ça a compté en fait dans le prix. On a eu la satisfaction avec toutes les équipes de lancer un salon qui n'avait pas été fait depuis plus de 15 ans dans les Hauts-de-France, pour souligner aussi l'excellence de la performance agricole du Nord, et particulièrement de l'Aisne, j'en viens donc je tenais à le marquer. Et puis aussi travailler aussi l'ensemble du développement autour des services. Alors les services agricoles, tous les jours c'est la météo, c'est les courses et marchés, mais il y a effectivement nos éditeurs qui sont là dans la salle ce soir et qui travaillent sur des plateformes de formation aussi, on aurait pu vous en parler, ou aussi sur des modèles aussi d'évolution. Donc les médias, parce que c'est notre ADN, les services, parce qu'effectivement c'est une solution utile pour l'aide à la décision, les salons parce que ça crée du lien et ça permet aussi de créer des événements qui vendent. Et puis bien sûr aussi, je dirais toute la data, parce qu'au milieu de tout ça, en fait, il y a la nécessité en fait d'être en lien avec ces communautés, de faire que chaque donnée en fait ait un sens et qu'on essaye chaque jour effectivement de l'exploiter. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est très bien, une réponse très complète et une très belle manière bien évidemment, c'est important pour moi de dire, ça fait 6 ans que je suis là et rien de tout ça, si c'est moi qui reçois le prix ce soir, rien de tout ça n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu, il est là dans la salle quand même, mon président et notre actionnaire
qui m'avaient fait confiance, qui m'ont fait confiance et qui me font confiance. Merci Gérard en tout cas, parce que tu avais initié tout ça, tu l'as construit et je n'en suis que le successeur. Voilà, merci à toi Gérard, merci aux équipes qui sont là. On a parlé de la team, des éditeurs, je vois aussi qu'il y a le Paul Monette, il y a sûrement aussi beaucoup des abonnements et des services, tout ça c'est toute une équipe, c'est plus de 216 collaborateurs qui essayent chaque semaine de contacter 9 agriculteurs sur 10. Et c'est notre grande satisfaction. Et on est là, et je termine juste un mot sur le monde agricole, vous m'avez dit que j'avais 10 minutes, alors je suis qu'à la moitié. Dire que on est très fiers, je m'installe, on est très fiers aussi de voir que le monde agricole aujourd'hui est un acteur de sa propre transformation. Et nous, à notre échelle, et on est là effectivement en soutien, et cette dynamique de transformation, elle nous permet de traverser ces crises, d'assurer une souveraineté alimentaire sur laquelle on est assez inquiet, d'assurer un renouvellement générationnel, on en parlait tout à l'heure avec Agriflix, et puis demain en fait de mettre en place je dirais un schéma de reconnaissance efficace pour nos agriculteurs, que ce soit pour leur dire qu'ils font un métier fabuleux, parce qu'avant de se soigner, il faut se nourrir, et aussi pour leur dire que demain, en fait, il y a un avenir avec une meilleure rémunération. Voilà, donc c'est aussi un modèle de société, et je termine sur une note positive, et là c'est promis, je n'ajouterai pas un mot. Fabrice l'a dit, il y a une France intranquille, moi je pense qu'il y a aussi une France qui a envie d'avancer, et ce soir, nous, les éditeurs de la presse professionnelle, eh bien, quelque part, on contribue à ce petit pas qui est fait tous les jours par nos communautés. Donc voilà, merci aux agriculteurs aussi. On va justement pouvoir aussi poursuivre cette aventure dans quelques instants et des alternants. Mais d'abord, je vais inviter, effectivement, c'est une histoire d'équipe, tous les lauréats et les membres du jury à nous rejoindre sur scène pour une photo de famille de cette 26e édition. On va faire de la place. Merci de me rejoindre. J'en profite le temps que les personnes s'installent. Encore une fois, bravo à tous. Merci aux équipes organisatrices, aux partenaires, aux rédactions, aux directions, aux jurys, à vous ici présents, toujours fidèles.